D'où l'importance d'intégrer les associations de parents d'élèves FCPE ou autres. Hein. Il y a d'autres, on peut aussi créer d'autres associations indépendantes que de la FCPE. Et je voulais juste rebondir par rapport à Madame l'institutrice, quand elle parlait du manque de formation des enseignantes. Je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, je me souviens qu'on avait envoyé une jeune institutrice qui sortait de l'école hein, et qui était en primaire et qui avait une classe de CE2. Et elle a fait dépression sur dépression. Dépression sur dépression, donc on a fait appel aux parents délégués pour aller voir un peu plus haut. Et on s'est aperçu qu'au plus haut aussi, il y avait du racisme. Parce que quand je suis allée voir excellemment l'inspecteur d'académie, il m'a fait comprendre, de toute façon, c'est normal, d'où viennent les enfants. Voilà quoi. En gros, la question de d'où tu viens, géographique, elle a son importance, enfin, dans le sens où on va te discriminer parce que tu viens de cet endroit-là, donc tu viens déjà avec un handicap. Et le manque de formation au niveau de ces activités, c'était... Et ça, je pense que c'est important de dire qu'à un moment donné, on a des discours. Une lutte, ça veut dire qu'il faut lutter, ça veut dire qu'il faut y aller. Il y a Afida qui devait intervenir aujourd'hui sur l'alternative végétarienne, justement. Elles ont créé ici à Montreuil Bonnet d'âne Montreuil. Voilà. Elles ne récoltent pas non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles séquestrent la directrice de l'école. Bon, avec son consentement, etc. Elle commande de la pizza, etc. Mais quand même, elles utilisent le mot séquestration. Voilà, pour dire, voilà, ce sont nos enfants, on ne va pas rigoler, ce qui se passe est trop grave, etc. Donc voilà, donc, je pense que c'est important, c'est assez important ce qui se passe à Nanterre, et malheureusement, c'est pas assez connu. Quand on en parle, quand on en parlait, tu te souviens l'année dernière, je disais, mais c'est incroyable que ce ne soit pas assez connu, alors qu'on se connaissait déjà dans les militants, mais il y a comme ça des luttes qui sont menées au niveau local et qui sont complètement invisibilisées. Voilà, alors qu'il y a vraiment là-dessus, sur Nanterre, des choses importantes à apprendre. Concernant ton intervention, Hugo, je tiens à dire le livre que tu parlais tout à l'heure, je ne sais pas si on en a parlé encore sur l'émission. Il y a un livre qui est sur des discriminations scolaires, et puis j'en parlais avec quelques personnes tout à l'heure. C'est vraiment un livre important, qui a été écrit en 2012, je crois. Et vraiment, je tiens, je crois que je vais en faire une fiche de lecture, parce que quand même, c'est à base de 3000 pages quand même. Donc un petit truc plus court, 3 pages à lire, parce que vraiment, il y a des choses très importantes avec des références, c'est sourcé, il y a une enquête de plusieurs années qui est menée, etc., avec des choses chiffrées, quoi. Et c'est important parce que ça s'appelle discrimination au sein, alors je me souviens exactement, au sein du système scolaire, et c'est une sorte de, on a besoin, nous, alors nous, je parle de front de mer, des collectifs de parents, etc., on a besoin d'avoir comme ça des ressources légitimes. Voilà, c'est le CNRS qui parle, c'est l'État quelque part qui parle, donc, et l'État dit que, quand on voit à quel point la parole des parents est délégitimée, on a besoin quand même de cette parole-là et de cette parole, qui en tout cas qui paraît objective. Bon, voilà, c'est relatif, mais en tout cas ça paraît objectif et beaucoup plus légitime que notre parole. Donc c'est vraiment important d'avoir ce genre de ressources à mobiliser. Un dernier petit mot sur ce que tu disais sur la carte scolaire, et c'est vraiment pour ouvrir au débat qu'on va avoir juste après. Il y a quand même quelque chose qui est important. Tu parlais de la carte scolaire. Alors tu parlais d'hypocrisie aussi. Il y a une hypocrisie quand même qui est importante, notamment sur Bagnolet-Montreuil. Ce sont des parents, là on parle des parents, plutôt classe moyenne supérieure, qui vont disqualifier d'autres parents en disant ces parents-là s'organisent, etc. Ils font du communautarisme. Voilà, ils font du communautarisme, ils font de l'islamisme, c'est Daesh, c'est l'islamisation de la France, etc. Y compris dans les classes moyennes et populaires plutôt de gauche, hein, parce qu'on n'est pas, ici il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas besoin, il y a tout ce qu'il faut à gauche. Et voilà, donc c'est pas des gens qui sont comme ça, qui apparaissent comme ça. Et ils ont ce discours-là pour dire ça, il ne faut pas travailler là, il faut communautaire, etc. Et il y a beaucoup de gens ici qui savent à quel point ça peut être de l'ordre du sabotage. Les mêmes, donc qui parlent comme ça de communautarisme, etc., s'organisent collectivement, donc ça j'ai appris, c'est le nouveau truc qui vient de sortir là, à la rentrée, collectivement pour demander des dérogations. Collective. C'est pas je demande ma petite dérogation, moi, j'ai un petit peu honte, je suis complexée par rapport à ça. Non, on va ensemble, et on va mettre des pressions au maître pour demander des dérogations collectives. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui s'organisent pour l'intérêt général, on va dire, là, c'est du communautarisme. Par contre, moi, je m'organise, je me mobilise, je me mets par en FCPE, juste pour mon gosse, pour pouvoir éviter, et là, pour dire clairement, telle école, il y a plus d'arabe, mauvaise fréquentation, c'est comme ça qu'on le dit, telle école, d'ailleurs qui paraît comme une école usine, on en a une à Bagnolet, on a beaucoup plus d'enfants, etc. Mais on peut y être en bande, quoi, on peut reconstituer comme ça les réseaux, et du coup, voilà, on va demander plutôt des dérogations là-dessus. Pourquoi je parle de ça? Alors, là, du côté hypocrite et
je parle comme ça un peu contradictoire dans le discours de ces parents-là. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en réalité, je parle à des personnes qui sont là, je me mets dedans, c'est une vraie question, ça, parce qu'on sait très bien qu'y compris parmi nous, il y a des gens qui peuvent demander des dérogations pour éviter telle école. Il y a même des gens qui sont conscientisés, qui sont politisés, qui veulent changer les choses, qui peuvent militer au sein d'un collectif de parents, par exemple, qui peuvent militer, qui peuvent dire voilà, ce système il est inégalitaire, il est injuste, c'est pas bien pour ces enfants-là, etc., etc. Et en même temps, dire quand on dit oui, mais et toi ton enfant, tu vas faire comment? Et dire oui, mais mon enfant à moi, je ne vais pas le sacrifier. Donc tes histoires et tout, c'est bien, on peut faire de la politique, blablabla, pourquoi pas. Mais par contre, voilà, pour mon enfant à moi, je ne vais pas prendre le risque de sacrifier, etc. Et je pense que cette tension-là, elle est importante pour une organisation de parents, c'est-à-dire comment on cherche des solutions au fait que militer, ce que tu disais Farida, oui, les victoires, etc., c'est sur du long terme. Le changement social, le changement politique, la construction d'un rapport de force politique, c'est sur du long terme. Et en même temps, ton enfant, il est là, il faut préparer la rentrée, c'est à son septembre, etc. Et cette tension-là, elle est très difficile. C'est-à-dire comment, finalement, on décide de privilégier l'engagement politique et collectif, voilà, au détriment de stratégies individuelles qui vont peut-être, soi-disant, sauver les enfants, mais qui finalement, peut-être, sont de l'ordre de la destruction de l'enfant parce qu'on l'extrait de son milieu, etc. Je pense que cette tension-là, y compris pour nous, elle est vraiment très, très importante à solutionner. La première chose que j'ai compris en arrivant très tôt dans ce milieu, dans le milieu de l'éducation nationale, c'est qu'en fait, quand on n'est pas ensemble, quand on ne se mobilise pas ensemble, on n'y arrive pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de me syndiquer. Alors je ne dis pas que les syndicats, c'est tout beau tout rose, mais je dis juste que le fait de se mobiliser, ça apporte déjà quelque chose. Comme ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas lutter seul contre une institution. Ça, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est qu'en réalité, nous, enseignants, on a beau être syndiqués, on a beau mener des luttes, sans les parents, on n'arrivera jamais à rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaye de faire oublier, ce qui en réalité est le principe de par lequel on devrait tout faire, c'est que les parents sont le centre en fait, de l'éducation nationale, ce sont les usagers. Alors quand je dis usagers, je ne dis pas clients, je dis usagers, c'est-à-dire qu'en fait, l'éducation nationale est au service des parents. Or, aujourd'hui, on essaye de faire comprendre aux parents qui sont démissionnaires pour ne pas avoir à rendre ce service-là et pour ne pas avoir à répondre à cet appel-là. Et donc les parents, en fait, tout est fait en fonction des parents. Et je vous assure qu'aujourd'hui, un parent qui appelle le collège ou le lycée ou l'établissement pour se plaindre, on va beaucoup plus le prendre en compte qu'un parent qui ne le fera pas. C'est dommage, mais moi je vois tous les jours en salle des profs, les professeurs eux-mêmes dire il y a la maman de machin qui a appelé non mais occupe-toi de son fils parce que sinon elle va débouler au collège et ça va mal se passer. Et alors que j'ai dit mais donc en fait les parents qui n'appellent pas, vous en fichez un peu quoi, enfin, tu passes à la trappe au final parce que voilà. Mais par contre, enfin on va pas se dire qu'un parent qui appelle ça va changer la situation, mais plusieurs parents qui appellent ou une mobilisation de parents, là tout de suite ça fait bouger les choses. Et un exemple de ça, il y a 2 ans quand je suis arrivée dans l'établissement, on avait un chef d'établissement qui clairement était, lui pour le coup il était démissionnaire. Il ne faisait pas son travail, l'orientation des élèves, du coup c'était des orientations, mais là c'était encore plus catastrophique parce que les dossiers n'étaient pas acheminés, vraiment c'était une gestion catastrophique de l'établissement. Et nous, professeurs, on s'est mis en grève. On s'est mis en grève plusieurs jours de suite. Alors on dit souvent que les professeurs, ils adorent se mettre en grève, etc. Clairement, c'est pas le cas, on perd des jours de salaire, etc. Mais c'était très important. Et rien n'a bougé. Rien n'a bougé, on s'est mis, je crois qu'on était une semaine en grève, rien n'a bougé, on a eu beau appeler la DSDN, le rectorat, etc. Il n'y a rien qui s'est passé. Et au final, on a exposé la situation aux parents et on leur a dit voilà, nous sans vous, en fait, on ne peut rien faire. C'est impossible, on ne peut rien faire. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents sont venus, ils ont bloqué le collège. Nous, on n'a pas la possibilité de faire ça, parce que de fait, on est en tort vis-à-vis de l'administration. Mais les parents ont dit, ok, ils ont ramené une chaîne, ils ont bloqué l'entrée du portail, et ils ont dit à leur enfant, vous restez à la maison. Tout à l'heure, on parlait de moyens radicaux. Alors, on a peur de ce mot-là, du mot radical, mais en réalité, il faut comprendre que si à un moment, on ne fait pas bouger les choses autrement que par la parole, etc., il y a vraiment rien qui bouge. Voilà, il faut se mobiliser. Et donc, en 24 heures, et je ne plaisante pas, la DSDN a appelé, a dit qu'il trouverait des solutions,
Et en une semaine, ils ont révoqué du coup le chef d'établissement et ils en ont nommé un autre. Et ça, c'est grâce à la mobilisation des parents et des enseignants conjoints en fait. Nous, on s'est un peu dit, on s'est fait carotte, on a perdu une semaine de salaire pour rien. Mais au final, on s'est bien rendu compte qu'en fait, sans les parents, sans les usagers de l'école, sans ceux qui décident, nous, en tout cas enseignants, on est au service des parents, mais nous, tout seul, on ne peut rien faire. Donc en fait, vraiment, moi j'insiste aujourd'hui sur le fait que les parents, ce sont les décideurs. Vous avez la décision de tout sur vos enfants, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Vous pouvez décider de ce qu'ils veulent manger à l'école, etc. Il faut par contre une mobilisation forte. Et donc pour répondre à la question comment créer une école publique bienveillante, en fait c'est par la création d'un rapport de force, et c'est un rapport de force systématique, je veux dire, perpétuel. En fait c'est un rapport de force qui ne s'essouffle pas, et une mobilisation forte entre les enseignants et les parents. Poursuivre un petit peu les échanges de façon plus informelle à l'extérieur, sachant qu'on vous offre un goûter ainsi qu'aux enfants, et ça va constituer un petit temps de pause avant de passer aux ateliers. Voilà, merci beaucoup. Vous dire qu'en fait on est en train de structurer, voilà, parce qu'il y a besoin, on a parlé tout à l'heure, enfin à l'instant, sur la nécessité de lutter, la nécessité de s'organiser et en particulier dans la continuité des luttes syndicales, parce que vraiment on pense que vraiment il faut s'inscrire dans une lutte syndicale. Donc ça demande, ça demande de la structuration, ça demande du temps. Alors nous on a fait le choix vraiment de travailler là où nous sommes, notamment dans les quartiers populaires, mais en tout cas au niveau local, et puis avancer vraiment par petits. Et donc voilà, donc ça prend du temps, parce que alors on nous dit, alors il y a notamment des personnes qu'on a rencontrées là, il y a c'est dommage parce que votre syndicat apparemment il n'est pas assez connu, il faut faire vraiment des actions, essayer de créer du buzz, etc. autour de ces questions-là. Alors nous, c'est complètement l'inverse. Par exemple, on ne débat pas avec les fachos, on ne débat pas avec l'extrême droite, on passe pas à la télé, voilà, pour faire les clowns, etc. Tout ça on ne fait pas, on se dit que vraiment, ça fait que 2 ans qu'on existe, il va falloir du temps pour se faire accepter par les premiers concernés, pour nous, les concernés, les parents. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine qui va prendre certainement plusieurs années, même une dizaine d'années certainement. On avance par petits pas, non. Alors même si ce sont de petits pas, il y a quand même ce besoin vraiment de structuration. Et donc voilà, on vous propose un système d'adhésion. Et du coup, le système d'adhésion pour nous il est essentiel parce que sans ça, on a vraiment du mal à avancer. Et en fait, ça nous permettrait de passer à l'étape suivante, qui serait de beaucoup plus nous structurer, de beaucoup plus étendre nos actions et surtout de pouvoir multiplier ce genre d'événements, sachant que là, vous avez des ateliers qui vont suivre et qui, eux, vont permettre de vraiment mettre en pratique des choses, de réfléchir à des choses très concrètes et du coup d'avancer vraiment réellement et de voir ces avancées-là. Mais du coup, voilà, pour tout ça, on a besoin de votre aide et ce système d'adhésion, c'est une aide minime. On l'a mis à 10 €, mais on peut mettre en place un paiement en plusieurs fois. Là, on propose, il y a Anaïs qui vous attend dehors avec le bouquet pour les personnes qui veulent adhérer. Et voilà, dites-vous que le système d'adhésion, vous verrez vraiment les résultats devant vous parce que vous serez tenu au courant de tous les ateliers qu'on organisera. Tous ces événements-là, vous serez tenu au courant et aussi vous pourrez participer aux décisions qui se prendront lors des réunions. Voilà, en fait, c'est créer des temps de travail, des temps de rencontre où tout le monde est bienvenu. Et voilà, pourquoi pas le faire via un système d'adhésion, on espère que vous y serez sensible. Voilà, et dernier mot, juste après ce qu'on évoquait, donc qui va être plus court que ce qu'on avait imaginé, mais bon, on va avoir largement le temps un petit peu au moins, et des points morceaux. Les ateliers qui nous sont prévus, un petit peu moins que ce qu'on avait annoncé, mais c'est normal, il y a moins d'enfants que ce qu'on croyait. Mais alors, il y a plusieurs ateliers, un atelier Bollywood. Alors, tu les as, vas-y. Oui, donc l'atelier Bollywood, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'atelier Connaître son histoire, avec des récits de lutte menés au Maroc et en Angola. Pour les adultes, les ateliers, on a 4 ateliers autour de la réforme du bac et Parcoursup. Un autre atelier concernant les droits, on posera la question des droits des parents. Un troisième atelier concernant les programmes d'éducation sexuelle. Donc la question, il s'agira de distinguer le vrai du faux. Et enfin, un atelier sur l'alternative végétarienne.
Avec, pardon, avec un enjeu central qui est l'enjeu de transmission, ce qui est les ateliers en direction des enfants. Alors tous les ateliers sont très bien, mais il y en a un en particulier, l'atelier cours d'histoire anticoloniale, avec 2 temps, et alors c'est un peu l'idée dont on parlait tout à l'heure. Je ne vois plus la personne avec qui j'en discutais, mais autour de l'idée qu'il faut valoriser nos récits positifs, il faut valoriser nos histoires, quelles qu'elles soient, nos identités, quelles qu'elles soient, etc. Et donc on s'est dit plutôt que, alors l'année dernière, on a organisé ici même les États généraux et on se disait c'est important de transmettre, il faut transmettre nos identités, il faut transmettre nos histoires, notre religion, etc., etc. Il y avait cette idée de transmettre ce que nous sommes pour participer à la construction de nos enfants, à leur confiance en eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes, etc., etc. Donc c'est un discours comme ça assez théorique, il faut. Donc là, cette année, on s'est dit, alors c'est un échantillon aujourd'hui, évidemment, c'est des petits ateliers de 2 heures, mais justement, c'est des pistes de travail pour toute l'année. Là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est plutôt que de dire qu'il faut transmettre, etc., c'est transmettons. Et qu'est-ce que ça peut donner, par exemple, en histoire. Voilà, quand on transmet avec nos enjeux politiques en histoire, par exemple, on a fait le choix de deux moments historiques, alors qui sont relativement peu connus, même pas connus du tout. C'est par exemple la bataille d'Anoailles. Il se trouve que j'avoue que je suis érythréenne et que j'ai un petit peu simplement orienté, parce que personne ne connaît la guerre du Rif, qui est un grand temps de lutte anticoloniale qui a eu lieu, cette guerre anticoloniale dans les années 20. Et il y a eu cette guerre, la bataille d'Anoailles. Alors c'est pas la guerre qui a été gagnée, c'est une bataille qui a été gagnée par les Rifins contre les colons espagnols et français, alors quand même un franco-pétain à l'époque. Et donc il y a eu une victoire. Et vraiment, sur cette notion de transmission positive, avec nos héros, nos héroïnes, etc., c'est important. Et alors, ce choix, alors je le dis parce que le choix de la bataille d'Anoailles, on a fait ce choix aussi parce que, je me permets de le dire, dans le Rif, depuis 1 an et demi maintenant, il y a une contestation sociale très très importante, des gens qui sont partis manifester pacifiquement, qui ont été arrêtés, qui sont des prisonniers politiques, qui ont été condamnés à 20 ans de prison parce qu'ils ont manifesté pacifiquement au Maroc. Donc, c'est pas simplement l'histoire pour l'histoire, c'est aussi transmettre à nos enfants, et c'est un enjeu personnel que je partage ici, c'est-à-dire que je peux militer pour la libération des prisonniers politiques au Maroc, mais je peux aussi me dire en tant que parent que pour construire sur le long terme, et donc que c'est ma responsabilité de transmettre à mes enfants le fait, voilà ce qui s'est passé dans le Rif dans les années 20, voilà comment ça a pu, l'impact que ça a pu avoir, les conséquences que ça a pu avoir sur le temps, et voilà la situation aujourd'hui pour que les enfants puissent connaître un petit peu, puissent mettre en perspective ce qui se passe dans leur pays d'origine. Voilà. Ça c'est pour que j'ai énormément vendu, mais je vous dis après, j'avoue, j'assume, je suis érythréenne. Et puis l'autre petit cours, là je te laisse en parler. Alors, il y a eu un changement de dernière minute. Initialement, on voulait parler des luttes menées en Haïti. Ça a été changé donc, pour l'Angola, et je vais laisser Lisselle, qui fait également partie du Front de Mer, dire 2 mots. Avec Yacine, on animé donc cette histoire et parler donc d'un personnage, d'une guerrière pas très connue, la reine Ninja, qui donc au XVIe siècle a vraiment compris l'arrivée des colonisateurs en Angola, et qui a, par son intelligence et sa mobilisation, vraiment armé et répondu et fait face donc à ces colonisateurs, et donc elle est un personnage vraiment important et en plus féminin, pas souvent d'ailleurs connu en général des femmes dans ces cas. Et voilà, donc une belle histoire pour les enfants. Vous avez le temps là de goûter pour vous décider sur les ateliers auxquels vous voulez participer, auxquels vos enfants éventuellement peuvent participer. Et donc voilà, adhérez, soutenez-nous, aidez-nous si vous voulez même faire partie de la mère, voilà, vous êtes des bienvenus, on se va en discuter. Et voilà, adhérez, c'est important. Merci. Disons-nous les choses avec Fatima Wassak du collectif Front de Mer, syndicat de parents. Nous sommes à la rentrée des classes. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, tout va bien? Et toi? Ça va, très bien. Dis-nous un petit peu la genèse un peu de
de ce collectif? La genèse, c'est des discriminations que subissent nos enfants. Diriatou, Kébé et moi-même, on a été confrontés en tant que parents à plein de petites discriminations comme ça que subissaient nos enfants très petits. Et donc on s'est dit, c'est important qu'on s'organise, qu'on se mobilise en tant que parents pour protéger nos enfants, pour faire qu'ils puissent réussir sans être entravés, etc. Donc c'est un constat de départ en fait, une expérience de discrimination qu'on a eue et qui correspondait aussi à l'expérience de discrimination qu'avaient d'autres parents. Donc on s'est rejoint sur cette expérience-là et surtout sur cette volonté de se dire que cette expérience, c'est pas de l'ordre de la fatalité. On peut lutter contre ces discriminations à partir du moment où on s'organise en tant que parent. D'où le fait que vous êtes constitué en syndicat, en collectif. Parce que syndicat est un mot fort, surtout en France. Ouais. On sait que les syndicats luttent pas mal pour les droits des travailleurs, ci et ça. Et pourquoi avoir emprunté ce nom, quoi? C'est le syndicat et le Front de mer même. Front de mer, pourquoi? Alors on l'a pas emprunté, on l'a braqué. Voilà. Parce que effectivement, au départ, on nous renvoyait comme ça au fait d'être un petit collectif, une petite association. Et on nous demandait en fait ce qu'on apportait de plus par rapport aux vraies fédérations de parents que sont la FCPE, etc., PEP. Dans quelle mesure vous êtes ce petit poil à gratter? Et nous, notre réponse a été de dire non, on n'est pas du poil à gratter. On n'apporte pas ce petit plus exotique aux vraies fédérations de parents. Nous sommes un syndicat de parents qui a vocation à défendre les intérêts des enfants, et en particulier ceux des classes populaires, ceux habitant les quartiers populaires. Et on veut s'inscrire dans une lutte syndicale, mais vraiment dans une lutte. C'est-à-dire que c'est pas pour faire du couscous merguez, c'est pas pour faire comme ça des petites actions socioculturelles, c'est vraiment pour s'inscrire dans... Enfin, on peut faire du couscous merguez, il n'y a pas de problème, on n'est pas contre d'ailleurs, on organise plein de trucs comme ça autour de l'alimentation, mais on s'inscrit dans un rapport de force politique, et donc c'était important pour nous de nous inscrire dans les luttes syndicales historiques. Quelles sont vos actions précisément ? Alors concrètes et précises, alors par exemple on milite pour une alternative végétarienne dans les cantines parce que vraiment nous on part sur les urgences concrètes, quotidiennes des parents. Voilà. Il se trouve que l'une des urgences pour les parents, ça concerne l'alimentation de leurs enfants, notamment à l'école, donc à la cantine, et que ces parents sont confrontés au fait qu'il n'y a pas de solution. Depuis des années que court ce problème. Donc nous, on dit, il y a une solution qui est toute simple, qui s'appelle alternative végétarienne. Ça met tout le monde d'accord. Quel que soit le régime alimentaire des familles, la religion des familles, l'éthique des familles, le rapport, par exemple, à la maltraitance des animaux, etc. Quelles que soient ces considérations, tous les enfants ont le droit de manger à la cantine et ils ont le droit d'y manger un repas équilibré. Donc par exemple, on milite pour l'alternative végétarienne, on milite pour qu'il y ait moins de numérique, en tout cas les enfants consomment moins de numérique, parce qu'on sait que les enfants des classes populaires surconsomment du numérique et que c'est eux qui en sont les premières victimes. Donc par exemple, on mène un certain nombre d'actions pour que les enfants consomment moins d'écran, que ce soit d'ailleurs à la maison ou à l'école. Donc un ensemble d'actions très concrètes qui sont vraiment portées au niveau local. Puis ensuite, on a un discours plus politique. Par exemple, on se mobilise contre Parcoursup. On se mobilise parce que nous, notre ligne, c'est de dire que nos enfants sont discriminés de quasiment la naissance jusqu'à l'enseignement. Une maman qui disait carrément depuis la crèche, les parents des quartiers, c'est à ce moment. quartiers De toute populaires façon, c'est simple. En France, tout est fait pour que notamment les enfants des classes populaires et issus d'immigration postcoloniale voient leur champ des possibles réduit. Mais c'est de la naissance jusqu'à tard, c'est-à-dire que il y a plein de petites choses qui se mettent en place et qui, parce que l'enfant va subir des préjugés, des préjugés, va être stigmatisé, subir des humiliations, etc., des discriminations à l'orientation, par exemple, etc., c'est toutes ces choses qui, mises bout à bout, vont faire système et vont réduire son champ des possibles. Donc c'est vraiment dès la crèche où effectivement, comme le disait cette maman, jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc on milite à la crèche sur les images positives par exemple, mais on milite aussi contre Parcoursup qui tend à entraver l'accès de nos enfants, enfin moi les miens sont petits, mais nos enfants en général, l'accès de nos enfants à l'enseignement supérieur, avec cette idée que les enfants des classes populaires finalement n'ont rien à faire à l'université,
voilà, qu'ils fassent un BEP, un CAP, des filières professionnelles courtes et qu'ils aillent travailler dans le bâtiment et dans les travaux manuels. Voilà, nous c'est contre ça, on lutte contre ça, quoi, contre ce destin tout tracé que voudrait voilà, mettre en place les pouvoirs publics. Voilà, il s'agit de nos enfants. Alors il y a quelque chose qu'on répète souvent parce que des fois on a l'impression que c'est pas si évident. Il se trouve qu'on aime nos enfants. C'est vraiment, enfin, je veux dire, des fois on a l'impression que nos enfants, alors voilà, comment dire, l'école, l'éducation nationale nous les confie, l'État nous les confie, et des fois, voilà, on est des missionnaires, on s'en occupe pas forcément bien, etc. Enfin, il y a cette idée qu'on serait des missionnaires, qu'on s'en occupe. Donc limite, des fois, tu as l'impression que c'est l'école qui nous confie les enfants. Voilà, nous on tient à dire que c'est l'inverse. Voilà, nous aimons nos enfants, on est prêt à tout pour eux, on est prêt à se battre même très très loin. Enfin, moi je milite sur plein de questions, mais vraiment sur celle-là, moi je dis souvent vraiment on rigole pas, quoi. Enfin, c'est parce qu'il s'agit de nos gosses, donc voilà. Et donc vraiment il y a cette nécessité de s'organiser. Et là-dessus vraiment il y a une spécificité. Parce que encore une fois, voilà, il y a le fait qu'on aime nos enfants. C'est une question de c'est l'amour qu'on a pour nos enfants. Et là où il faut remettre les choses à l'envers, c'est de dire à l'éducation nationale, au pouvoir public en général, que finalement ce sont les parents qui confient leurs enfants à l'éducation nationale. Donc sur la base d'un contrat de garantie, par exemple le fait que au sein de l'espace scolaire, il faut que nos enfants puissent s'y sentir bien, non stigmatisés, qu'ils puissent s'y émanciper, qu'ils puissent s'y épanouir, construire leur confiance en eux-mêmes, l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, etc., etc. Donc si ça c'est pas fait, voilà, il faut qu'on aille au front. Comme tu l'as dit, tu aimes tes enfants au même titre que des gens du collectif et au même titre que beaucoup de gens aiment leurs enfants. Ouais. Mais par les expressions de ton visage et par ton regard et par beaucoup de choses, et même par tes gestes, parce que on t'observe depuis tout à l'heure et je t'observe, on a aussi l'impression que tu aimes le combat. Tu aimes... J'ai l'impression que tu es une guerrière, tu aimes le combat. C'est d'où le nom même Front de mer, tu vois. Et d'où te vient cette détermination-là? Alors, qu'on lit dans tes yeux. Ouais, alors je vais pas mentir, je vais pas dire que j'ai commencé à être un peu, être militante en fait finalement, simplement à la naissance de mes enfants. C'est vrai que je l'étais déjà un petit peu avant, j'avoue. Non, cette détermination-là, elle me vient de mes parents. Donc voilà, donc finalement la boucle est bouclée. Hein. Tu vois, moi ce que je fais avec mes enfants, le fait de leur dire voilà, il faut jamais lâcher l'affaire, il faut se battre contre l'injustice, il n'y a pas de fatalité, etc. Il faut se construire, il faut le faire de manière collective, il ne faut pas être comme ça dans son petit coin avec des stratégies individuelles, etc. Voilà, ça, mes parents l'ont fait avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, comme beaucoup d'ailleurs d'enfants d'immigrés, qui m'ont donné confiance en moi-même. Voilà, pour mes parents, il n'y avait pas de complexe d'infériorité à avoir. Voilà, il fallait y aller, il fallait être fier de ce qu'on était, de nos identités, le fier d'être arabe, le fait d'être fier, d'être musulman, le fait d'être fier des identités plurielles, quoi. Il ne fallait pas avoir honte de ce qu'on était, quoi. Parce que tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de d'où viennent tes parents, de la région du Rif, du Maroc. Voilà, Maroc, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans le Rif, c'est l'expression que j'entendais beaucoup quand j'étais petite, c'est la dignité ou la mort. Bon, c'est un petit peu radical. C'est des expressions de guerriers. Mais c'est vrai qu'il y a tu vois, je parlais de la guerre anticoloniale, la guerre du Rif, voilà, ça vient de là aussi, je pense. Mais il y a cette notion il y a quelque chose quand même qui est fondamental, qui est notre dignité. Il y a l'amour qu'on a pour nos familles quand on est immigré et quand on est issu d'immigration. Mais il y a cette notion-là de dignité, c'est-à-dire de ne pas supporter l'humiliation collective, quoi, et de tout faire pour que nous ne soyons pas humiliés. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup citer de Fatiha Damish, qui est une militante du mouvement Immigration banlieue, du MIB, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui, à l'époque où j'avais pas d'enfant, qui disait l'humiliation, on peut à la limite supporter, les discriminations on peut à la limite supporter, par contre pour nos enfants c'est mort, voilà, c'est pour eux, non, on ira jusqu'au bout, etc. Et à l'époque, ça me parlait, mais pas comme aujourd'hui, maintenant que j'ai des enfants, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu vois, on peut militer sur d'autres causes, mais celle-ci elle est tellement fondamentale, elle est tellement essentielle, il s'agit quand même de notre devenir, quoi. Et pour finir, dis-nous un petit peu le programme de la journée et pourquoi avoir appelé cette journée la rentrée des classes.
C'était pour coller aussi. Voilà, pour coller un peu la rentrée. Puis il y avait quand même cette idée aussi de, voilà, on est partis en vacances les uns les autres, les unes les autres, etc. Et il y a un certain nombre de chantiers qui nous attendent. Il y a des questions politiques qui nous attendent. Tu vois, il y a Parcoursup, un dispositif sur lequel on peut se remobiliser. Il y a le bac, là, la réforme du bac qui arrive. Voilà, il y a un ministre quand même qui est très réactionnaire et qui est vraiment dans la culture de l'évaluation, par exemple. L'évaluation des élèves, l'évaluation des enseignants, etc. Donc il y a tous ces chantiers qui s'ouvrent et voilà, ces mobilisations potentielles qui s'ouvrent. Donc c'est important aujourd'hui de dire voilà, comment on peut se mettre au clair, ne serait-ce qu'en termes d'information déjà. Tu vois, par exemple, il y a la première table ronde concernait le système scolaire, comment fonctionne l'école, tu vois, voilà, de manière assez pédagogique en fait. Il y avait la partie qui concernait les luttes aussi, mais ensuite les ateliers, c'est vraiment l'atelier Parcoursup par exemple. C'est quoi Parcoursup? Avant de se positionner pour savoir si c'est bien ou pas, déjà faisons le point, savoir ce que c'est. Il y a un atelier qui concerne les séances d'éducation sexuelle par exemple qui ont fait vraiment polémique cet été. Donc plutôt que de prendre position, soit pour paniquer, pour dire qu'il allait avoir ces genres de choses à l'école, soit au contraire pour avoir du mépris pour les personnes qui ont cru en disant non mais c'est n'importe quoi, ces parents ils sont complètement stupides, etc. Là, l'idée c'est de dire voilà, qu'en est-il, voilà, quelles sont nos expériences les uns et les autres, les unes et les autres, les textes de loi, c'est quoi, etc. Faire un point. Donc, il y a vraiment cette idée très scolaire en fait, on prend notre petit stylo, notre petit papier, et puis voilà, on note quels sont les dispositifs, comment on peut se mobiliser, puis voilà, et encore une fois préparer la suite de l'année. Okay. Et quelles sont les perspectives, les événements à venir? Alors, les événements. Les actions. Ouais, alors, justement, là, on a organisé un temps, alors on peut qualifier ça d'événementiel en fait. Donc, c'est une salle avec des conférences, des ateliers, donc un format assez classique. Et vraiment, là, on est en train de réfléchir à des choses plus concrètes et qui sortent un petit peu de ce schéma en fait. Alors on dit souvent en France, quand tu as un problème, quand tu veux te mobiliser politiquement, etc., tu organises une conférence. Et c'est un peu ça, tu vois, par exemple en Amérique du Sud, ils n'organisent pas de conférence, c'est 1 million dans la rue, quoi. Il n'y a pas cette culture en France de la manifestation, c'est plutôt la culture de faire des réunions, des conférences, etc. Bon, nous, ça, on a un petit peu fait le tour et on aimerait vraiment là, ce qu'on a dit depuis le début, c'est faire du local, faire du concret. Donc là, vraiment, c'est faire des actions au plus près, au local. Des actions avec les écoles, des actions dans les centres sociaux, etc. Voilà. Et là où on est, donc beaucoup dans le 93, mais aussi à Bordeaux, ailleurs en France. Et pour finir réellement, l'action que vous menez par rapport au système manger végétarien, toutes ces choses-là, est-ce que c'est pas une manière quelque part de contourner dans les cantines cette espèce d'hypocrisie qu'il y a avec le halal, le halal et toutes ces mairies qui ont du mal avec le non halal comme ils disent, ou avec le halal, tout ça. En fait, voilà, alors c'est pas une manière de contourner, c'est pour... Alors nous, on n'a jamais voulu entrer dans les polémiques parce qu'effectivement, il y a 2 ans, ce qu'on nous a renvoyé, c'est le fait que, en fait, on faisait mine de vouloir l'alternative végétarienne dans les écoles, alors qu'en réalité, ce qu'on voulait, c'était le halal. Tu vois, il y avait cette idée que, tu vois, par exemple, moi, je suis végétarienne, il y avait cette idée que je faisais semblant d'être végétarienne, que limite, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je rappelais qu'on aimait nos enfants. C'est limite, j'ai enfanté juste pour faire exprès, pour être hypocrite, etc. Donc tout ça, donc j'ai été fourbe pour, au final, dans 3 ans ou dans 4 ans, finalement dire je suis carnivore, en fait, j'ai fait ça exprès pour islamiser la France, tu vois. Et ça, c'était il y a quelques années. Finalement, on a quand même réussi de manière stratégique, en fait, en disant, mais plutôt que de rentrer dans des polémiques sur halal, pas halal, sur la question de la laïcité, du confessionnel, etc., revenons simplement à des droits fondamentaux, et le droit fondamental pour les enfants de pouvoir manger un repas équilibré à la cantine, en fait, tout simplement. Et partons sur des choses, des situations concrètes, où, par exemple, des enfants, et beaucoup d'enfants, par exemple, c'est le témoignage du maire de Fontenay-sous-Bois, M. Gautret, ils se sont rendus compte, de manière très pragmatique, en fait, que, je ne sais plus combien, mais je crois que c'était 50% des enfants ne mangeaient pas de repas équilibrés à la cantine, et il y avait beaucoup de gaspillage, parce qu'en fait, ils mettaient de la viande de côté, tout simplement. Voilà, ça, comment on peut régler ce problème de manière très pragmatique. Et alors, il se trouve qu'en 2015, on a vu passer la loi, la proposition de loi d'Yves Gégaud. Yves Gégaud, c'est pas un islamo-gauchiste, il est de droite, il est à l'UDI. Et alors, ce député, il a fait une proposition de loi, franchement, nickel, parfaite, de A à Z, c'est-à-dire, il a dit, il y a tel problème.
Voilà, ça c'est une solution, l'alternative végétarienne, qui permet de répondre à des enjeux environnementaux, à des enjeux en termes éthiques, en termes religieux, etc., etc. Et vraiment, là pour le coup, pour nous, cette question de l'alternative végétarienne, elle est symbolique. Alors elle est importante en elle-même parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est un vrai enjeu pour les parents en fait, un enjeu quotidien. Mais au-delà de ça, bon, déjà ça permet de mobiliser les parents sur le reste des questions, mais au-delà de ça, ça permet en fait d'apprendre à avoir des postures, des discours, des perspectives qui mettent tout le monde d'accord en fait. C'est plutôt que de se battre comme ça sur des... Voilà, on peut tous se mettre d'accord autour du fait que on peut réussir à trouver des solutions qui peuvent satisfaire tout le monde. Voilà. Et typiquement, l'alternative végétarienne, si on était dans une société à l'écoute, ouverte, etc., typiquement, c'est vraiment la solution qui met tout le monde d'accord. Donc pour nous, voilà, c'est symbolique si on arrive à gagner cette bataille-là. Ça nous permettra aussi de dire, voilà, on a réussi là-dessus, on peut réussir sur les autres questions. Parce que c'est vrai que dans d'autres pays, ils sont moins sur, ils polémiquent beaucoup moins sur le halal et le non halal, sur le halal en particulier, alors qu'on sait que le halal rapporte plus de 9 milliards en France, et que depuis peu, on y voit des pubs, même si elles sont rares, mais on voit des pubs sur Fleur et Michon qui essaient de bien faire de halal et tout ça. Et, bon, quelque part, le fait de militer pour ces plats végétariens, c'est une manière de halaliser quelque part les plats même. Oui, et puis il y a un scoop aussi, c'est alors premier scoop, tu te souviens tout à l'heure, c'est on aime nos enfants. Deuxième scoop, c'est qu'on peut nous aussi avoir des enjeux écologiques en fait. Tu vois, on nous croit pas. Tu vois, par exemple, au sein du collectif, il y a des mamans qui sont voilées. Et en fait, tu as des gens qui sont persuadés, mais y compris dans les institutions, qu'une femme qui est voilée, en fait, son métier dans la vie, sa raison de vivre dans la vie, c'est de porter son foulard. C'est tout, il y a personne derrière son foulard. Et donc quand tu leur dis, mais cette femme-là, par exemple, elle est végane. Tu vois, elle est musulmane, elle est végane, c'est possible. Pour eux, c'est pas possible. Il faut choisir. C'est soit tu es musulmane, soit tu es végane. Voilà. Mais si, en fait, tu as des gens qui réfléchissent au rapport qu'ils ont à la nature, au rapport qu'ils ont aux animaux, au rapport qu'ils ont à leur santé. Tu vois, il y a toutes les études du monde, de l'univers, là, qui montrent qu'une surconsommation de viande rouge, par exemple, est cancérigène, pose des problèmes potentiellement de crise cardiaque, etc., etc. Et il se trouve que nous, on lit. Ça nous arrive de lire 2-3 études scientifiques, etc. On n'est pas que dans nos quartiers en train de... Donc voilà, donc il y a ces enjeux environnementaux aussi qui sont intéressants. Donc, et d'ailleurs, nous, on a changé aussi là-dessus. C'est-à-dire que le collectif, au départ, il y a 2 ans, c'était vraiment l'alternative végétarienne, c'était sur des enjeux d'égalité, de justice sociale. Et de plus en plus, on est aussi sur ces enjeux environnementaux. Et parce que ça nous a fait réfléchir aussi, à force de lire, de se former. Il se trouve qu'on travaille avec des organisations, Greenpeace, L214, l'Association des végétariens de France, etc. Et on apprend des choses. Tu vois, on essaie de s'ouvrir aux autres problématiques. Et on en arrive aujourd'hui à partager ces enjeux environnementaux. Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que vous avez l'une de vos perspectives, c'est de propager ce combat de front de mer, c'est-à-dire qui est de plus en plus, parce que ça existe, il y a de plus en plus de collectifs de maires issus des quartiers qui s'organisent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le labelliser, c'est-à-dire au nom d'une seule et même enseigne Nous, en fait, l'idée, c'est effectivement de dire, voilà, il y a toujours eu, en fait, des collectifs et de mamans en particulier, parce que l'éducation, quand même, à un moment donné, concrètement, c'est surtout les mamans qui s'en chargent. Alors, j'allais dire heureusement et malheureusement, parce que si on est féministe du dimanche, on va dire, ouais, mais malheureusement, c'est pas normal. Pourquoi c'est que vous dites front de mer, par exemple, tu vois, on nous renvoie souvent, pourquoi vous appelez front de mer et pas front de parents? Nous, là-dessus, on assume, tu vois, en disant, voilà, non, mais c'est les femmes qui s'en occupent. Donc, on va pas en plus cacher le fait que c'est les femmes qui s'en occupent en masquant ça par parents. Donc, voilà, c'est front de mer. Et donc, c'est plutôt des collectifs de mamans. Et il y a toujours eu. C'est-à-dire que les mamans dans les quartiers populaires, elles sont toujours battues pour leurs gamins. Alors que dans le même temps, on disait que c'était des mères démissionnaires. Tu te souviens, en 2005, par exemple. En 2005, quand ça a cramé des voitures, etc., tout de suite, c'était la faute des mamans qui étaient trop laxistes, etc., etc. Mais non, les mamans des quartiers populaires, elles sont toujours battues pour leurs enfants, pour que leurs enfants puissent réussir, etc., etc. Mais alors, effectivement, il y a toujours eu. Mais alors, ce qui est un petit peu nouveau avec le Front de Mer, c'est de dire qu'il y a ces collectifs locaux qui se battent, etc. Le problème, c'est que tu vois, tout à l'heure, par exemple, Farida Benmerabet a parlé de son expérience à Nanterre. Et là, justement, c'est des enfants qui sont en train de danser sur du Bollywood. Il y a cette idée de dire, voilà, il faut qu'on puisse s'ouvrir aux danses du monde, aux musiques du monde, etc. Du Sud,
études en particulier. Ma dernière question. Alors attends, juste Oui, dis-moi. je te finis juste sur les collectifs de parents. Ouais, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, le problème, c'est qu'on ne se... T'as un flash, là, tu sais? Ouais, c'est bon, t'inquiète. D'accord. C'est exprès. Ouais, c'est de dire en fait qu'on est sur le terrain, on fait des choses super. Hein. Je peux citer plein de collectifs de parents, notamment sur la région parisienne, qui ont fait des choses il y a 20 ans, il y a 25 ans. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'un quartier à l'autre. On ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne savais pas jusqu'à peu ce qui se passait à Nanterre, par exemple, ce qui se passait à Marseille, etc. Donc là, le front de mer, ça sert à ça. Ça sert à mutualiser en fait ce qu'on fait les unes et les autres, les uns et les autres sur nos quartiers. Et puis aussi, ça sert à avoir un discours politique. Ça, on l'assume. C'est-à-dire qu'au niveau local, c'est difficile d'avoir un discours politique, c'est normal. Tu vois, nous, déjà, on dit alternative végétarienne, les pouvoirs locaux, ils sont en sueur, quoi. Pour eux, c'est révolutionnaire. Donc au niveau national, au niveau local, ce serait vraiment difficile d'avoir un discours très politique. Nous, au niveau national, on peut. Et vraiment, c'est de dire, voilà, on milite au niveau local, mais il faut quand même pouvoir se regrouper au niveau national pour entrer dans un rapport de force vraiment frontal et politique, quoi, et syndical. Après, c'est clair que les réseaux sociaux aussi ont permis des ramifications et des alliances et ont permis ont permis à d'autres de savoir qu'un tel existait, quoi. Ouais, exactement. Et encore non, tu dis ça, mais tu sais que les réseaux sociaux n'ont pas permis que je sache ce qui s'est passé à Nanterre. Non, c'est parce qu'en fait, je l'ai rencontrée. Tu vois, c'est la limite des réseaux sociaux. Hein. J'ai rencontré Farida Benmerabet sur autre chose et elle m'a raconté comme ça, par hasard, en fait, ce qu'elle faisait à Nanterre. Donc non, les réseaux sociaux, ça suffit pas. Là, il faut des organisations politiques. Il faut qu'on puisse se voir, il faut qu'on puisse bouger les uns les autres. Tu vois, là, on est invité à Toulouse bientôt en octobre. Tu vois, là, par exemple, on a fait venir une association, les Isards de Toulouse. Tu vois, c'est un échange de bons procédés. On va se poser, on va discuter, etc. Que penses-tu de ces initiatives des papas des quartiers qui commencent à s'organiser, à former des associations? Car moi, habitant de Massy, je travaille avec des associations de papas de Massy qui aujourd'hui s'organisent suite aux violences et aux guerres interquartiers qui avaient lieu ou qui ont lieu dans les quartiers, ou comme dans le 19e aussi. Les papas s'organisent aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Alors, c'est pas forcément sur les mêmes questions. Souvent, tu vois, tu as remarqué que c'est des questions comme ça qui sont construites comme plus féminines ou construites comme plus masculines. Mais non, mais c'est très bien. Et de toute façon, tu vois, par exemple, sur Front de Mer, tu as beaucoup tu l'as remarqué, beaucoup d'hommes en fait à Front de Mer. D'ailleurs, tu as des hommes ou des femmes qui sont à Front de Mer qui ne sont pas forcément parents. Parce que nous, c'est l'idée de la famille en général en fait. Tu vois, moi, avant d'avoir mes enfants, j'avais déjà des enfants. C'était mes neveux, mes nièces, mes petits cousins, mes petites cousines. Donc, il y a cette idée de famille. Mais oui, non, ça c'est très bien. Tu sais, sur Front de Mer, par exemple, tout à l'heure, quand je te disais, on nous reproche le fait de nous appeler Front de Mer. Et pourquoi vous dites pas Front de Parents? Parce qu'il y a l'idée qu'il faudrait responsabiliser les pères et en particulier les pères immigrés. Tu vois, parce que soi-disant que les pères immigrés seraient distants avec leurs enfants, démissionnaires, etc. Nous, on dit que c'est complètement le contraire. Quand on organise un événement, par exemple, tu as les hommes de nos entourages, de nos familles, en fait, qui sont là, qui portent les trucs, qui organisent avec nous, qui portent les cartons, qui sont... Tu vois, je pense que vraiment sur la question de l'éducation dans les quartiers populaires, il n'y a pas de difficulté pour les hommes à venir s'associer à des combats de femmes. En fait. Il n'y a pas, tu vois, tout le délire autour de non, mais voilà, il ne faut pas que les femmes parlent, prennent la parole sur ces questions-là. Nous, vraiment, dans les quartiers, il y a vraiment... voilà, on peut accepter que des femmes se mettent devant et que des hommes viennent s'associer à leur combat. Tu vois, le meilleur exemple, c'est Assa Traoré, tu vois, qui a toute une troupe comme ça, toute une armée même de soldats et de guerriers, et elle est la chef, elle est devant. Donc Front de Mer, c'est un peu cette idée-là, c'est de dire, voilà, les femmes s'organisent, les mamans s'organisent, et les hommes viennent aider à cette organisation, participer à cette organisation. Après, le fait qu'en parallèle, il y ait des hommes qui s'organisent en tant que tels, en tant que pères, tu vois, tout ça, très très bien, il faudrait qu'on se rencontre, on peut travailler ensemble, tu vois. Bah, ces associations-là aussi, il y a des femmes aussi, hein, que oui, souvent, voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus, c'est pas un truc non mixte, quoi. C'est vrai que c'est... Mais par exemple, sur la question des guerres de bandes, quoi, d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. Bon, ça, forcément, tu vois, c'est plutôt au père de prendre en charge. D'ailleurs, il y a déjà eu, tu vois, il y a tout le travail, tout le combat mené par Almami Kanouté, puis Afrel, etc. Tout le travail qui est mené à Villiers-sur-Marne, à Bagnolet-Montreuil d'ailleurs, il y a une association comme ça, et plutôt masculine, qui s'appelle la PIC. Et effectivement, c'est plutôt des pères, avec des mamans aussi, mais plutôt des pères, voilà, qui ont essayé de régler le problème parce qu'il y a eu un mort à la suite d'un mort. Tu vois, c'est pareil dans le 19e, donc avec Bakary Sako, tout. Avec des femmes aussi, mais des hommes aussi, tu vois. Donc oui, non, c'est très très bonnes initiatives. Et il faut voir aussi comment on peut politiser tout ça, parce que c'est ça, hein, le truc. C'est qu'en fait, quoi qu'on fasse au niveau local, si on n'arrive pas à accéder au national et au rapport de force politique, franchement, ça sert à rien. Il suffit qu'il y ait un changement de municipalité, un changement de contexte, une population qui bouge, de la gentrification, etc. Et c'est perdu, quoi. Donc il faut vraiment qu'on puisse capitaliser à chaque fois au niveau national et au niveau politique. C'est vrai que tout est politique. Tout
responsabilité politique et nationale, tu vois. Parce que je te dis, c'est vite perdu, malgré les réseaux sociaux. Je t'assure que les réseaux sociaux, ça ne permet pas en fait de conserver comme étant de l'acquis sur du long terme. Il faut vraiment que ça arrive à chaque fois au niveau national. Ton mot de la fin, ton message de fin. Alors mon message de fin, c'est de dire que voilà, nous avons l'entière responsabilité de nos enfants. Voilà, c'est pas une responsabilité partagée avec les pouvoirs publics, avec les institutions. Nous avons l'entière responsabilité de nos enfants. Donc il est de notre responsabilité, mais il est de notre devoir en fait de nous battre pour nos enfants. Donc il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser. Les stratégies individuelles, on les a déjà testées. Ça fait des décennies qu'on teste ces stratégies individuelles. Elles ne nous mènent à rien. Voilà, même si elles conduisent nos enfants à réussir socialement, finalement, quand tu regardes bien, ça les détruit. Donc vraiment, il faut essayer de parier sur les stratégies collectives. Voilà, stratégies collectives et stratégies politiques. Et c'est l'enjeu que défend le Front de Mer. Donc vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés. Merci. Merci à toi. C'est déjà terminé. Pas mal, bravo. Et là, on a trop bougé, hein. Très bien. Maintenant, on ne va pas bouger le corps, on va juste bouger les mains. Et là, moi je leur avais parlé déjà à l'époque d'atelier. Ils travaillent en plus.